Retournons aux nominés francophones maintenant. Miroir et Mirage est un roman écrit par Monia Mezek. C'est un nom qui va vous dire quelque chose, j'en suis convaincue. Monia est une militante des droits de la personne. Elle est née en Tunisie et a immigré au Canada en 1991 pour ses études. Elle habite maintenant dans la région d'Ottawa avec ses enfants et son mari, Meir Arar. Elle s'est surtout fait connaître pour avoir défendu son innocence après son emprisonnement injuste. Elle est l'auteure de son livre « Combat, les larmes emprisonnées », publié en 2008. Aujourd'hui, Monia nous offre Miroir et Mirage, l'histoire de plusieurs femmes, de mères immigrantes, venues d'ailleurs. Leurs destins se croisent et elles deviennent amies ou rivales, les miroirs et les mirages les unes des autres. S'il vous plaît, Monia. Bonsoir, good evening. Merci de m'avoir invitée et je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est l'histoire de 4 femmes, mais je ne vais pas lire le portrait de toutes ces femmes. Je vais juste lire deux de ces personnages-là. So it's 4 women stories, and I'm going to read about 2 of them. Louise se regarda à nouveau dans le miroir. Elle ne se reconnaissait plus. Le voile bleu et blanc avec lequel elle avait couvert ses cheveux châtains lui donnait l'air d'une bonne sœur. Ces religieuses, austères et sérieuses, dont sa mère lui avait souvent parlé quand elle lui racontait son enfance malheureuse à Chicoutimi. Son visage, sans cheveux, lui semblait comme une grosse pomme lisse. Ses joues rouges, qui l'ont toujours gênée, comme si elle avait constamment honte de quelque chose, étaient maintenant serrées avec le foulard qui entourait toute sa tête. Ses yeux bleus n'avaient plus la même couleur éclatante qui avait fait qu'autrefois, un jour, un de ses anciens camarades de classe, le gros Jean, s'était exclamé avec un enchantement enfantin « Tu as des yeux de la même couleur que les eaux du lac Memphremagog ». Elle avait encore rougi ce jour-là, mais elle était bien contente au fond d'elle-même. Ces compliments innocents ne l'ont jamais quittée, mais aujourd'hui, devant la glace, elle se trouvait terne, presque répugnante. Elle se força à sourire, mais sa bouche la surprenait dans cette nouvelle image reflétée par le miroir. Elle paraissait trop petite, presque invisible. Le foulard lui donnait l'impression qu'elle ne pouvait plus parler. Ses lèvres minces étaient maintenant happées. Non, je ne peux pas sortir avec mon foulard, je parais horrible. D'un coup de main rapide, elle l'enleva. Ses cheveux fins, attachés en chignon, se hissèrent par l'effet statique du foulard. Elle regarda ce bout de tissu, le caressa de sa main menue. 100% polyester, fabriqué en Chine. Pouvait-elle lire sur le bord du tissu satiné? Elle l'avait acheté hier chez l'abbé du Centre Rideau, non loin de l'Université d'Ottawa. La vendeuse lui avait même montré différentes façons de le porter. Derrière le cou en cravate, ou juste enroulé avec un gros nœud qui tombait presque au niveau de la poitrine. Louise avait souri poliment à la vendeuse, mais avait gardé le silence. Oserait-elle dire que ce foulard était destiné à couvrir ses cheveux? Elle se sentait encore incapable d'affronter le monde avec son nouveau moi, son nouveau visage. Toujours souriante, elle avait payé la caissière, puis était rentrée chez elle. Je vais lire un autre passage sur une autre femme de ces romans-là, de ce roman. Elle s'appelle Madame Bibi. La musique de Nancy Ajram, la star pop de la pop arabe, battait son plein. La star répétait « Mon chéri, approche-toi et regarde-moi ». Un groupe de jeunes filles et de femmes bougeait dans tous les sens au milieu de la salle. Ce n'était pas seulement de la danse du ventre, mais c'était tous les corps qui se mouvaient, se rapprochaient, tournaient et se lançaient de plus belle.
Les jeunes filles soulevant leurs cheveux avec 2 mains, le regard langoureux, elles tournaient leurs hanches avec prouesse. Elles secouaient leurs épaules en faisant ressortir le décolleté osé de leurs robes de soirée. Les plus âgées, le ventre gros et les hanches larges, l'air assagi par les grossesses et les années, se montraient moins aguichantes et laissaient leurs mains suivre le rythme de la chanson. Soudain, un petit cercle se forma autour de Samia. Sa robe scintillante lui est arrivée à peine aux genoux et lui moulait le corps. Samia était petite et svelte. Ses régimes successifs et ses abonnements dans les centres d'amaigrissement l'avaient toujours gardée relativement en forme, du moins aux yeux de la plupart des autres femmes qu'elle connaissait. Elle dansait au milieu de groupes comme un ver de terre qui se tortillait devant des scarabées. Son corps souple tournait rapidement de gauche à droite et ses yeux, chaudement maquillés, lançaient des petits regards furtifs dans tous les sens. La jalousie coulait des yeux des autres femmes, mais les sourires forcés, les rires éclatants, le clappement des mains et les échanges de compliments enveloppaient l'atmosphère d'un voile de joie et d'humeur bon enfant. Samia continuait à faire ses pirouettes et à jouer de ses épaules. Elle se sentait transportée 20 ans en arrière, au Koweït. Elle était étudiante en langue anglaise, elle dansait avec ses copines et rêvait du prince charmant qui allait lui offrir une vie merveilleuse au-delà des paysages désertiques et de la suffocation sociale qu'elle vivait tous les jours. Son choix pour la langue anglaise était le premier pas pour se rapprocher de l'Occident. Elle voulait se doter d'outils pour pouvoir un jour se libérer de ce pays où elle sentait mourir à petit feu. Il n'y avait que ces réunions mensuelles qu'elle tenait chaque fois dans la maison de l'une de ses amies qui lui procurait un semblant de liberté. Elle et ses amies dansaient, se maquillaient à outrance, fumaient quelques cigarettes en cachette, puis, tout ensemble, elles regardaient un film égyptien à l'eau de rose. Malgré ses escapades, Samia se considérait comme une bonne musulmane. Elle portait le voile, elle priait, pas régulièrement toutefois, car il y avait 2 jours où elle se sentait trop fatiguée et où elle se sentait sa foi fléchir. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était que des gamineries et qu'elle serait toujours une bonne fille. Quand elle aurait enfin trouvé un mari, ça ne serait plus pareil. Le mari était devenu sa quête principale. Ses parents voulaient un mari palestinien pour elle, comme cela a été le cas pour ses cousines. Mais Samia rêvait d'un Libanais. Une sorte de don Juan arabe qui savait dire des mots doux avec un joli accent, qui pouvait la couvrir d'or et de diamants, qui pouvait la faire rire. Bref, quelqu'un qui la rendrait heureuse. Elle voulait un homme sympathique, beau, riche et de bonne famille. Malheureusement, parmi tous les garçons palestiniens des familles qu'elle connaissait, il n'y en avait aucun de la sorte. Ils étaient moches, le teint trop foncé, maigrichons, trop gros, trop sérieux, trop religieux ou d'origine trop modeste. Merci.